Ok, aujourd'hui, je vais aborder le sujet des itérations. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le monde du DevOps et je vous demande de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'insiste parce que c'est un domaine qui est vraiment fondamental. Donc, DevOps, pour moi, c'est plutôt un état d'esprit, c'est un mindset, même si aujourd'hui, j'avoue que le mot a été un peu dérivé, son usage est utilisé pour désigner des emplois, des métiers. On parle d'ingénieur DevOps. Je me qualifie moi-même comme ingénieur DevOps. Et il n'y a pas de souci avec ça, c'est parce que simplement le terme a changé de signification avec les années et voilà, il s'est finalement un peu dérivé de son sens initial. C'est pas très grave, c'est pas un problème, ça va quoi. Mais voilà, je peux parler de DevOps plutôt dans le sens état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, on a le concept de changer les choses de façon continue. On a ces intégrations continues, ce déploiement continu, et donc dans cette façon de changer les choses de façon continue, en fait, finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille de façon itérative. Et pour moi, finalement, ce concept, il vaut dans la construction de software d'une façon générale, et également il s'applique à beaucoup de startups. Alors pourquoi? Eh bien, parce que dans les startups, on a, finalement, ce concept d'inconnu, de risque, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On est en train de créer quelque chose d'unique. C'est pour ça que c'est innovant, c'est parce que c'est unique. On ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On a, un objectif assez vague. On a, voilà, on a une destination, mais on ne sait pas du tout, par quel chemin on va y aller. Et ces itérations, elles vont nous permettre d'avancer pas à pas pour atteindre cet objectif. Donc on n'est pas du tout dans la planification, dans la réflexion, de toutes les étapes qu'on va faire pour arriver à l'objectif, tout planifier, par quel endroit on va passer et cetera. Non, on a un objectif à atteindre, mais on ne sait pas par quel chemin on va y arriver. Alors, je pense que c'est très différent de construire une startup que de construire un bâtiment, par exemple. Et finalement, moi, quand j'étais, étudiant, quand j'étais à l'école, on m'a formaté un petit peu avec cette idée de planification, toujours de bien réfléchir à ce qu'on fait avant d'agir et cetera. Et j'ai jamais raisonné, dans ces termes itératifs et pour moi, ça a toujours été contre-intuitif. Donc j'ai appris par l'erreur, j'ai travaillé dans des grands groupes qui ne fonctionnaient absolument pas de façon itérative. Moi, je suis plutôt de l'ancienne génération. J'ai commencé à travailler début des années 2000 et j'ai pu avoir la chance, parce que c'est une chance, de travailler dans des grands groupes qui avaient absolument pas ces façons de travailler, de façon itérative, comme on le fait aujourd'hui dans la plupart des startups. Alors, qu'est-ce que c'est aussi qu'une startup? J'ai envie de préciser quand même, les choses bien, de façon bien précise avant de continuer, mais, quand je parle de startup, je parle d'entreprise qui croît rapidement. Je parle pas forcément d'innovation. Je pense que dans le mot startup, on a tendance à vouloir, y attribuer de la nouvelle technologie, ce genre de choses, mais en réalité, c'est pas ça. Si on prend la définition de Paul Graham, c'est le fondateur de Y Combinator. YC, c'est un incubateur de start-up, dans la Silicon Valley, un des plus gros au monde et qui a incubé plusieurs milliers de start-up et dans ces start-up, finalement, il y en a que très peu qui ont, extrêmement réussi et elles ont toutes eu des résultats, très différents. Alors si on prend le top 5 des start-up qui ont le mieux réussi, chez, Y Combinator, alors dans le top, on trouve Airbnb, Dropbox, Stripe, ce genre de choses. Et si on prend la valorisation des 3 plus grosses, startups, par exemple, de Y Combinator, eh bien, on voit que ça vaut plus que toutes les autres valorisations combinées. Et ça, c'est quand même un truc assez dingue à comprendre. Et donc, on voit bien que c'est, quelque chose de très risqué. Les startups ont cette notion de risque. Et pourquoi c'est risqué? Eh bien, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On est en train de construire quelque chose d'unique et on sait pas vraiment, ce qu'on est en train de faire, c'est si ça va marcher ou pas. Dans ces milieux risqués, de capital risque, d'investissement à risque et cetera, il faut absolument travailler de façon itérative. C'est le seul moyen, d'arriver à progresser. Donc une startup, c'est ça, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans le noir, vous savez pas où vous allez. Vous savez que vous allez trouver une porte de sortie, mais vous savez pas en fait, quel va être le chemin pour y sortir. Et c'est pour ça que c'est très, très important de comprendre ces concepts, itératifs. Alors je pense que si on travaille dans le software, en fait, on est obligé de raisonner comme ça en termes de start-up, en termes de risque, en termes d'itération, en fait. Même si vous êtes dans un grand groupe, en réalité, je pense que ces concepts, ils fonctionnent aussi. Et c'est très important de bien les comprendre. Donc si vous êtes DevOps, vous voulez fournir une plateforme
qui va être utilisé pour les devs et qui va leur permettre de travailler de cette façon. Donc toute l'observabilité et le déploiement continu intègrent ces concepts. Donc quand vous travaillez dans une startup comme ça, finalement, vous allez, votre but, c'est de résoudre un problème. Donc vous avez un problème bien ciblé. Là, je parle plutôt de post-product market fit. Ça veut dire que, en gros, vous avez déjà des clients, vous avez déjà un produit, vous avez déjà de l'attraction, vous sentez que les clients ont une douleur, un problème très, très douloureux que vous êtes en train de résoudre. Et c'est la douleur de ce problème qui va faire que vous allez avoir de la croissance et de l'attractivité, de l'attraction, etc. Donc vous avez déjà un produit initial, vous avez construit un MVP, un minimum viable product, et à partir de là, vous allez itérer pour le développer. Qu'est-ce que ça veut dire itérer? Ça veut dire que vous allez développer votre intelligence et votre compréhension du problème, la compréhension du problème que vous êtes en train de résoudre. Il faut bien comprendre que vous savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans l'inconnu. Si vous saviez ce que vous êtes en train de faire, vous serez pas en train de développer un software. Si vous le saviez, le software existerait déjà en fait. C'est parce qu'il existe qu'on sait comment le résoudre, le problème. Donc là, vous êtes sur un problème innovant, un problème qui n'a jamais été résolu, et vous développez quelque chose d'unique pour le faire, et donc vous construisez de l'intelligence. Donc cette intelligence, plus vous allez itérer, plus elle va se développer. Donc c'est vraiment le nombre d'itérations en fait qui fait que vous avancez. Et donc vous, DevOps, vous devez absolument faire tout ce que vous pouvez pour intégrer ces paradigmes. Donc par itération, j'entends finalement le cycle complet de changement. Donc vous opérez des modifications sur votre système, vous les opérez en staging, en production, mais on ne s'arrête pas là. On va devoir fournir de l'observabilité pour mesurer l'impact que ces changements ont réellement sur les utilisateurs. Alors, ça dépend de la nature des changements. Si vous êtes en train d'optimiser la conversion sur des achats sur un site e-commerce, vous allez mesurer l'impact financier. Mais si vous faites de la performance, vous allez plutôt mesurer l'impact sur le temps de réponse. Si vous faites des nouvelles fonctionnalités, vous allez vouloir mesurer comment les utilisateurs utilisent ça. Vous voulez absolument être certain que les utilisateurs sont contents et qu'ils utilisent quelque chose qui leur est utile, etc. Si vous développez quelque chose que vous voyez que les utilisateurs ne l'utilisent pas, ne cliquent pas sur le bouton, vous avez un signal que il se passe quelque chose de pas bien. Donc vous devez vraiment mesurer en fait le feedback. Donc si vous n'avez pas de feedback sur ce que vous êtes en train de changer en production, vous n'avez pas complété une itération. C'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer la taille finalement des itérations que vous allez pouvoir faire, jusqu'à quel degré vous allez pouvoir descendre. Donc là, je parle de choses qui sont quotidiennes. En général, on ne descend pas plus bas que ça, c'est trop difficile. Donc à l'extrême inverse, si vous essayez d'itérer trop vite, ça va pas marcher. Vous pouvez pas en fait mesurer l'impact sur chaque petit changement, c'est trop compliqué. Donc quand vous pouvez pas les mesurer, là effectivement vous pouvez regrouper tous ces changements et vous pouvez le loader d'un seul coup. Ça n'a pas vraiment de sens de loader quelque chose si vous n'êtes pas capable de mesurer l'impact, etc. Alors ça va quand même être utile parce que si vous faites des régressions, si vous introduisez des bugs, etc., ça va vous permettre d'avoir un feedback immédiat. Donc vous avez un feedback. Mais à partir du moment où vous loadez quelque chose et que vous n'avez pas de feedback, vous n'avez pas fait une itération. Donc c'est bien important de comprendre ça. Et finalement, ce que j'aime bien comparer, en fait, j'aime bien comparer ces itérations avec l'intelligence artificielle. Et ce qui est drôle finalement, c'est que dans le machine learning, dans les réseaux de neurones, on a fait exactement la même chose. Donc finalement, ces itérations, c'est de l'intelligence pure, c'est le développement de l'intelligence. Donc dans un réseau de neurones, pour apprendre à votre réseau de neurones à se développer, vous lui injectez des données et vous avez une fonction d'erreur qui va vous permettre de mesurer la performance de votre réseau. Et c'est cette fonction d'erreur qui va vous permettre d'ajuster les poids sur chaque neurone à chaque itération, à chaque fois que vous testez, que vous entraînez votre réseau avec des datas. Et plus vous faites d'itérations sur votre modèle et plus vous progressez. C'est la même chose, il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Donc c'est le fondement même de l'intelligence, c'est le processus itératif. Je pense que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce process, il fonctionne dans les industries risquées, dans les startups comme ça, où finalement on navigue dans des systèmes très chaotiques, mais il ne fonctionne pas dans toutes les industries, et je pense que ça c'est bien important de l'avoir en tête. Et donc quand vous venez
finalement d'environnement scolaire et cetera très différents, et ben, on raisonne de façon différente et c'est pas qu'on raisonne mal, c'est juste que c'est pas le même, c'est pas le même la même nature des problèmes, c'est pas la même, le même degré de risque, c'est pas du tout pareil. Quand vous êtes dans une industrie qui n'a pas autant de risques et qui est beaucoup plus prévisible, eh bien, ça a pas de sens de faire des itérations finalement. Donc, il y a d'autres façons de travailler, mais ces façons de travailler, elles sont différentes d'une industrie à l'autre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt. Ciao.